Bonjour à tous, je m'appelle Pascale Béliveau et je suis conseillère principale recherche au Consortium de santé numérique à l'Université de Montréal et je fais partie de l'équipe de soutien et conseil en santé numérique qui est financée par Ivado. Donc, je vais faire aujourd'hui une introduction à l'apprentissage machine. Je vais un petit peu vulgariser les méthodes, puis j'espère vous les présenter de manière à ce que vous compreniez leur fonctionnement. Puis par la suite, vous allez vous-même aller voir comment vous allez pouvoir l'appliquer sur vos jeux de données, aller chercher les limites d'application, des choses comme ça. Donc, la structure de la présentation, donc je vais un petit peu faire référence aux présentations antérieures que j'ai vues. Puis, je vais passer sur les concepts de base en apprentissage machine, sur le vocabulaire aussi un petit peu. Puis ensuite, je vais faire vraiment des survols de méthodes. Régression linéaire, je vois que vous l'avez déjà eu dans la dernière séance, donc je vais passer rapidement là-dessus. Je vais me concentrer un petit peu plus sur Cummins, l'analyse par composante principale TESNI. Je ne vais pas passer par Linear Discriminant Analysis. Je ne crois pas que j'aurai le temps, je l'ai enlevé. Aussi les SVM. Ils vont être présentés plus tard probablement. Et puis, bon, j'ai la programmation, le code, j'ai mis à jour pour que ce soit sur Colab et accessible à tous. Donc, pour les concepts de base, un principe général, j'aime bien cette définition, c'est une définition accessible sur Google. Donc, l'apprentissage machine, c'est d'utiliser des systèmes informatiques, de les utiliser, faire du développement, et c'est pour apprendre et être capable de s'adapter à différentes situations, trouver à partir des données des patrons, et puis être capable de prédire un phénomène. Donc, vous pourrez lire la description en anglais, mais brièvement. Les étapes d'apprentissage machine, vous les connaissez, mais c'est juste pour formaliser un petit peu chaque étape. Donc, on fait la collecte de données, comme vous le savez, l'analyse de données. Ensuite, on fait l'identification des caractéristiques, on fait de l'ingénierie de données, on améliore ce qu'on appelle en anglais les features, donc on améliore les caractéristiques. On fait le choix du modèle qu'on veut utiliser. Ensuite, évidemment, on fait l'entraînement, la validation. Donc, on sépare nos données en données d'entraînement et en données de test. Et suite à ça, on peut retourner à chacune des étapes pour faire des modifications, pour avoir des meilleures performances. Et à ça, j'ajouterais même qu'il y a une étape d'évaluation, donc qu'on fait sur des données réelles. Donc, il arrive souvent qu'en apprentissage machine, on a nos données brutes qui sont dans un environnement contrôlé, dans un environnement de recherche. Puis ensuite, quand on va dans des environnements externes ou dans un autre environnement de recherche, il y a des variations dans les résultats. Donc, il peut y avoir possiblement une étape d'évaluation à la fin. Dans le passé, on se concentrait beaucoup sur l'optimisation du modèle et puis on essayait d'optimiser les paramètres des modèles pour avoir des meilleurs résultats. De plus en plus, on se concentre aussi sur l'analyse des données et la compréhension des données. Vous avez eu une présentation de Philippe Després là-dessus sur l'importance des données, de bien les gérer, bien les comprendre, que ça soit propre. Et puis, il y a dans la même vague un professeur là, de l'Université Stanford qui a lancé ça, il appelle Data Centric AI, puis il lance des workshops, des compétitions pour qu'on puisse améliorer des modèles seulement en se basant sur les modifications des données d'entrée. Je sais que vous avez vu aussi les trois types d'apprentissage qu'on peut faire. Là. On peut faire de la classification. Ça, c'est quand on a des valeurs discrètes. On veut regrouper nos exemples. La régression, c'est des prédictions, ce sont des valeurs continues. Puis le clustering. Maintenant, pour les types d'apprentissage, il y a un autre type d'apprentissage. Donc, quand vous avez vos ensembles de données qui sont disponibles, soit vous avez des données à noter, donc vous savez ce que vous voulez en sortie, soit vous ne l'avez pas. Et le terme utilisé, c'est supervisé ou non supervisé. C'est tout simplement ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez un apprentissage supervisé, bien, vous avez votre vecteur X de caractéristiques selon l'exemple, puis vous connaissez la sortie, puis vous avez des nouveaux exemples, vous voulez prédire qu'est-ce que va être la sortie.
Maintenant, quand on est face à un apprentissage non supervisé, ben, on a les données en entrée, mais on ne sait pas qu'est-ce que doit être la sortie. Donc, c'est ce qu'on veut prédire. On fait la prédiction un petit peu les yeux fermés, en fait. Puis, on analyse par la suite la performance. Un autre petit rappel, je sais que vous avez vu comment les données sont structurées en Python. Donc, les colonnes, c'est les caractéristiques, les rangées sont les exemples. On appelle ici le vecteur de caractéristiques. Donc, pour chaque exemple, on a notre vecteur de caractéristiques. La valeur Y qui est attendue, qu'on peut connaître, et la valeur Y' qui est notre prédiction du modèle. Donc, ça, c'est dans le cas supervisé où on connaît la valeur attendue. Et dans le cas non supervisé, ben, on n'a pas ces valeurs-là et on fait une prédiction. Juste rapidement, l'espace de caractéristiques, on appelle ça feature space, ben, c'est que chacun des axes va être une caractéristique, puis on va rapporter les données dans l'espace. Donc, bien entendu, ça, c'est un espace 3D. Après, s'il y a plus de caractéristiques, on ne peut pas les visualiser, en fait. Donc, il y a des méthodes pour aller visualiser lorsqu'on a plus de caractéristiques, plus que 3 ou 4, parce que 4, des fois, peut être le temps. Donc, il y a une manière de visualiser 4 caractéristiques, mais bref, il y a des méthodes de réduction de caractéristiques qu'on va voir plus tard. Une bonne pratique, c'est de séparer nos données en entrée pour l'entraînement et pour le test. Une bonne division, c'est 80% et 20%. On va le voir aussi plus tard un peu. Et ça, c'est une erreur des fois quand on commence, on donne nos résultats de performance de modèle sur nos données d'entraînement, alors qu'il faut les donner sur les données tests. Donc, la régression linéaire, je sais que vous l'avez vu à la dernière séance. C'est une prédiction qui est basée sur la combinaison linéaire des caractéristiques. C'est un apprentissage supervisé parce qu'on connaît la sortie, puis on cherche à trouver cette sortie-là. Donc, il y a moyen d'évaluer notre erreur de prédiction. C'est fait sur des valeurs continues. Je sais que vous l'avez vu aussi, là, le parallèle avec la droite, avec la pente et l'intercept. Donc, la combinaison linéaire des caractéristiques serait celle-ci. Donc, le poids est associé à chacun des features et donc, on est capable de faire notre calcul de prédiction. Ordinary least square, on calcule les valeurs résiduelles, ça, vous l'avez vu aussi. Donc, c'est un graphique qui montre la valeur prédite qui serait en rouge par rapport à la valeur réelle et donc, on va calculer le résiduel qui est donc notre erreur. Donc là, je vais aller au code. J'ai utilisé le dataset Diabetes Data. On va aller le voir. Donc, c'est la régression linéaire. Je vous ai mis des références aussi sur lesquelles je me suis inspirée, mais honnêtement, il y a beaucoup d'exemples qui vont au travers des mêmes étapes. Je sais qu'en Python, vous avez vu la librairie StatModel, si je ne me trompe pas. Puis là, je vais voir avec scikit-learn. Donc, on va aller loader les modèles linéaires, Linear Regression. Il y a un module ici qui va faire la séparation en données d'entraînement de test automatiquement. Les métriques qu'on utilise lorsqu'on fait la régression linéaire. Donc, je vais aller chercher les datasets qui sont disponibles directement avec la librairie scikit-learn. On va aller loader les données pour le diabète et on a toute la description des données ici. Ce qu'on peut voir, c'est que les variables ont déjà été mean-centered et scaled avec l'écart type. Donc, il y a déjà eu un pré-traitement des données. Et je sais que vous avez eu un cours complet sur le pré-traitement des données, donc je vais pas passer par là. On va chercher les feature names, qui sont directement une structure de notre variable diabetes data.
Là, ici, je voulais juste vous présenter différentes manières d'aller chercher les données quand c'est un dataset de scikit-learn. Donc, tous nos exemples sont dans la variable data. Le target, c'est la prédiction à laquelle on s'attend. C'est ce qui fait que c'est un problème supervisé. On peut aussi aller faire load diabetes, en fait return XY, donc il va nous retourner les données directement séparées. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher data et target. On peut aussi spécifier as frame égale true et il va nous l'envoyer en Panda Data Frame, que je sais que vous avez vu aussi précédemment. Donc, si on exécute, on voit que chacune des structures, j'ai fait écrire en fait la taille. Ils ont tous la même taille. Donc, 442 exemples avec 10 features et le vecteur de données attendu est la même taille. Donc, j'ai été faire une sélection de features, mais en fait, vous avez vu en régression linéaire là, comment aller faire vos sélections de caractéristiques, aller regarder les distributions, la collinéarité, tout ça. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme j'avais dit, le pré-traitement des données était déjà fait pour ce dataset-là. On voit le target, c'est vraiment des valeurs continues. C'était juste pour vérifier. En fait, ici, ce que je fais, c'est que je me crée une structure dans laquelle je vais aller apposer les valeurs prédictives. Donc, si je retourne ici, je vais me créer un tableau comme celui-ci où je n'ai pas seulement le vecteur d'exemple, j'ai aussi le vecteur en sortie. Donc, c'est ce que je fais ici. Alors, je crée la colonne Y qui va avoir les valeurs attendues. On peut voir ici le résultat. Et ce que je vais faire ici, c'est un pair plot. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette fonction-là dans Seaborn. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça va faire le diagramme des caractéristiques comparées entre elles. Puis, lorsqu'on est sur la diagonale, étant donné que c'est la caractéristique comparée à elle-même, ça va être l'histogramme. Donc, c'est un peu long dépendamment aussi du nombre de features qu'on a, du nombre de caractéristiques. Donc, si je regarde ici l'âge avec lui-même, ici, on a l'histogramme pour la variable âge, le body mass index, la pression artérielle. Donc, on peut voir un petit peu la distribution des données. Cette matrice est symétrique et ça correspond, on peut en extraire les informations là, pour la matrice de corrélation. On peut voir un peu, ça nous donne des indices, des interactions, des caractéristiques entre eux. Donc, pour la matrice de corrélation, on sait qu'il y a une corrélation forte quand c'est des valeurs de moins 1 ou 1. Quand il y a 0, c'est non corrélé. Donc, on peut aller faire le calcul, aller chercher la matrice de corrélation. Ici, on va aller faire, c'est la matrice de corrélation. Donc, on retrouve les mêmes valeurs, mais c'est plus visuel en fait. Donc, voilà. Ici, je voulais mettre l'emphase sur la séparation des données dans le groupe d'entraînement et dans le groupe de test. Donc, ici, je vais aller isoler seulement une des caractéristiques qui est la pression artérielle et la prédiction du diabète. Là, ici, on voit la correspondance là, entre les deux. On fait ici le train test split. Donc, ça le fait automatiquement. Ça va prendre nos données de diabète, ça les sépare en données d'entraînement et en données de test. On voit que c'est 80% des données et 20% dans le groupe de test. Donc, pourquoi c'est intéressant d'aller chercher le train test split et pas juste de prendre, disons, les 353 premières valeurs dans le tableau, puis les 89 autres qui restent? En fait, c'est en lien avec la distribution. Si je vais ici montrer les distributions dans les données d'entraînement
Et dans les données de test, ben, les données d'entraînement, je les ai mis en bleu. Donc, on a une distribution. Ben, on veut la même dans les données test. Donc, si on avait pris peut-être les 353 premières valeurs, puis ça correspondait à toutes des pressions artérielles plus bas que 0,05, puis ensuite on présentait tout le reste des valeurs, ben, on aurait un biais dans notre donnée d'entraînement, puis on n'aurait peut-être pas une bonne généralisation à nos données de test. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pascal, il y a Abdoulaye qui a une question. Est-ce que Abdoulaye, tu veux la poser directement? Alors, bonjour. Bonjour. Concernant la subdivision des données en données d'entraînement et données test, est-ce que cette subdivision c'est une subdivision stratifiée ou pas? Stratifié, c'est une subdivision en fait pour garder la distribution dans les deux groupes. OK. Est-ce que, par exemple, si on pourrait, par exemple, on voulait faire une subdivision stratifiée, est-ce que c'est possible de le faire directement comme ça ou c'est pas Qu'est-ce que possible? vous voulez dire par stratifié? Je ne suis pas sûre de comprendre, je m'excuse. Données stratifiées. En fait, je pense que c'était pour équilibrer, par exemple, le pourcentage de variables à prédire, par exemple, puisque quand on subdivise des données en données d'entraînement et données de test. Oui. Oui, c'est en fait, c'est exactement ça. Je le montre, mais en fait, par distribution. OK, c'est parfait. Comme on peut voir les données d'entraînement de test aussi. Donc, c'est distribué effectivement, puis aussi dans l'assignation. Mais c'est parce qu'ici, notre valeur d'assignation, en fait, c'est en régression linéaire. Donc, on va prédire une valeur. Donc, ils ne sont pas assignés à un groupe. Donc, c'est pas un problème de classification auquel j'ai à faire maintenant. C'est pour ça Est-ce que ça répond à la question ou Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Parce que c'est une valeur continue que je veux prédire, en fait. Ah, OK. Oui, OK. Je parlais dans le cas où on avait une valeur binaire. Ah Bon, oui, dans le c'est cas ça. de classification, pas en régression linéaire. OK, c'est ça. Là, en ce moment, je fais la régression linéaire, donc je ne regroupe pas mes points dans des groupes différents. Donc, le bleu et orange, ce n'est pas que c'est le diabète ou n'a pas le diabète, c'est en fait juste que c'est test ou entraînement. Puis, la distribution doit être la même pour que je puisse faire la même prédiction, en fait. J'espère que c'est clair. Merci, Pascal. La variable diabète, c'est celle-là qu'on cherche à prédire en ce moment. Oui, c'est ça, c'est une variable continue. En fait, D'accord. je vais retourner en arrière. Peut-être que je suis passée trop vite. Donc, ça ici, c'est notre variable qu'on veut prédire. Donc, c'est des valeurs continues. C'est une distribution. Donc, en fait, il faut aller regarder la définition. C'est en fait une variable qui dit la prédiction de la progression du diabète. On le voit ici. Disease progression 1 year after baseline. Donc, est-ce que la personne a développé plus ou moins du diabète après 1 an? Donc, c'est une évaluation de la progression de la maladie. Et ça ne nous dit pas s'il l'a ou s'il ne l'a pas. Donc, probablement, il l'a parce qu'il est dans le groupe des diabétiques. Donc, voilà, ce n'est pas un problème de classification, mais vraiment de régression. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir la même distribution, parce que si on fait une régression linéaire sur notre distribution de données d'entraînement, puis ensuite, on a une autre distribution dans nos données tests, la généralisation ne va pas se faire. On ne va pas avoir des bonnes prédictions. C'est clair, merci beaucoup. Merci, Pascal. Est-ce que tu prends les questions pendant ta présentation? Est-ce que c'est correct comme ça ou tu préfères Oui, être tout à la fin? Oui. ça Il y a une autre question de Fouad. Est-ce que Fouad, tu veux ouvrir ton micro, prendre la parole pour poser ta question? Oui, c'est juste pour les 80% de valeur d'entraînement et les 20%, est-ce que c'est toujours les mêmes valeurs qu'il va prendre si on refait l'exécution du programme ou c'est aléatoire là, à chaque fois? Je n'ai pas vérifié. On pourrait aller vérifier. Mais d'après moi, c'est possiblement, ça pourrait varier.
d'après OK. moi. Puis, il y a Parce moyen... qu'à ma connaissance, il y a une fonction que je ne me souviens pas, c'est quoi? On fixe un Oui, nombre pour qu'ils prennent tout le temps les mêmes valeurs oui, d'entraînement. oui. Puis, c'est probablement initialisé avec une valeur de random. Puis, cette valeur-là va être fixée pour qu'on randomise les deux dans les deux groupes, là, test ou validation. Mais je vous encourage à aller regarder les définitions là, dans le Train Test Split, aussi dans Scikit-Learn, puis qui va vous donner tous les détails là-dessus aussi. OK, merci. Oui. Donc, c'est ça, je voulais juste vous faire part de la distribution qui doit être constante dans les deux groupes. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, Anne-France, si tu veux poser ta question. Oui, j'avais peut-être une question de base, mais des fois, en fait, il faut qu'on divise en 3 groupes. Donc, avoir aussi un groupe de validation là, quand on veut comparer des modèles les uns avec les autres. Est-ce que c'est la même fonction que je vais utiliser ou il faut que j'utilise une autre fonction que test split? Je pense que c'est Train Test Split, c'est vraiment les deux. Si je vois ici, là. Puis, ça vous donne aussi en fait, ça vous donne les paramètres aussi que vous pouvez utiliser pour faire la séparation. Mais moi, je dirais que c'est une autre fonction, en fait, qu'il faudrait aller chercher d'après moi. OK. Merci. OK, donc là, je retourne aux données d'origine. Donc, les données, parce que là, j'avais juste regardé le blood pressure, en fait. Donc là, pour faire la régression linéaire, il s'agit juste d'aller se définir l'objet, linear regression, sur lequel on va aller faire le fit sur les données d'entraînement. Donc, sur nos données X et nos données, les données qu'on veut prédire. Et ça va nous donner, je crois qu'il me manque. Bon, ça va nous donner les paramètres du modèle, en fait. C'est pas Y predicted, c'est supposé être linear model. Je pense que j'ai une erreur, mais je vais voir. Mais en fait, ça nous donne notre intercept. Donc, ça, c'est notre B. Si je vais ici dans l'équation qu'on a pour la combinaison linéaire des caractéristiques, c'est notre B, notre intercept. Et puis, on a les coefficients. Donc, c'est les W. Donc, c'est beaucoup moins complet que la fonction que vous avez vue la dernière fois dans la dernière séance aussi. Donc, c'est ici, on va aller faire la prédiction sur nos données de diabète. Puis, on va pouvoir aller chercher notre résultat, donc notre R2 score, que je crois que vous avez vu aussi la dernière fois, avec nos données de test cette fois-ci. Donc, on met les données Y qu'on veut comparer dans le R2 score. Donc, notre Y auquel on s'attend et le Y qu'on veut prédire. Puis, si on compare les performances du modèle sur nos données d'entraînement et nos données de test, on voit qu'il y a normalement, c'est une baisse de performance, mais je pense que j'ai fait une erreur ici dans mon... alors, Y-predict, en fait, c'est supposé être mon modèle linéaire. Mais bon, enfin, désolée de cette erreur, mais je suis supposée d'avoir une baisse de performance à partir de mes données d'entraînement et de mes données de test. On peut aller voir les coefficients, puis on peut aussi faire une analyse des coefficients, aller voir lesquels coefficients ont plus d'importance. Puis, comme vous l'avez vu dans la dernière séance, c'est beaucoup plus complet avec StatModel, en fait. Puis, ce que je voulais vous spécifier aussi, c'est que il peut y avoir un overfitting, c'est-à-dire que c'est possible qu'avec vos données d'entraînement, vous formez un modèle qui s'adapte trop aux données d'entraînement
Puis ensuite, lorsque vous passez vos données tests, vous allez avoir une détérioration des résultats. Puis il y a des alternatives à la régression linéaire qui s'appellent le ridge et le lasso. Donc, c'est des fonctions que vous allez pouvoir utiliser, en fait. Ce que ça fait, c'est que les poids vont être limités à des petites valeurs pour pas que les caractéristiques aient trop d'influence sur la régression linéaire. Donc, ça va être contrôlé avec le paramètre alpha. Plus alpha est grand, plus il va avoir des contraintes élevées sur les paramètres. Et puis, la fonction lasso, c'est que votre poids va être limité à des petites valeurs et dans certains cas, il va possiblement être 0. Donc, ça équivaut un peu à une sélection de caractéristiques qui est automatique, qui est faite dans scikit-learn. Donc, je vous encourage à aller regarder ces deux fonctions-là, puis d'aller explorer aussi par vous-même c'est quel effet est-ce que ça peut avoir. Ensuite, je voulais vous présenter la méthode K-means. Oui, il y a une question peut-être. Oui, j'ai une question sur le modèle de lasso, parce que je sais qu'il peut être utilisé pour justement réduire la dimensionnalité. Et j'ai un cas spécifique où j'ai un très grand nombre de dimensions, mais j'ai aussi un grand nombre de mes dimensions qui sont des variables catégoriques que j'ai transformées. Comment le modèle va se comporter du fait que j'ai, je sais pas, une centaine de variables en continu, une centaine de variables catégoriques transformées en numérique? L'objectif étant d'utiliser lasso pour faire la réduction de dimensionnalité. Parce que je sais que ça crée des problèmes en utilisant des variables catégoriques sur ce type de... OK. Je ne suis pas certaine de la réponse, en fait. Je suis désolée. Ah, bon, merci quand même. Un peu plus spécifique, mais on va voir des méthodes de réduction de dimensionnalité comme K-means, comme analyse par composante principale, qui peut-être peut être une option dans votre cas si vous voulez réduire le nombre de caractéristiques du modèle. Ben, à ce qu'on m'a expliqué, on peut l'utiliser sur des variables continues, en fait, Ouais. le PCA, mais sur les variables catégoriques transformées en numérique, je ne peux pas utiliser le PCA dessus du fait que ça ne suit pas une distribution gaussienne. OK. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire la normalisation au début, en fait, c'est ça. Ouais. OK. Je sais pas, il faudrait peut-être que je regarde un peu plus, mais il faudrait explorer, en fait. Il faudrait aller voir avec... Je suis désolée que je ne peux pas répondre. Mais non, je sais que c'est une question très, très spécifique. Merci quand même. OK. Donc, je vais vous présenter la méthode K-means. Donc, regroupement avec... donc, c'est du clustering. Je vais faire la présentation. Donc, c'est un type d'apprentissage qui est non supervisé parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce à quoi on s'attend. Donc, on a juste à voir les vecteurs de caractéristiques. Puis, on veut déterminer des regroupements parmi les exemples. C'est basé sur la similitude entre les exemples. La similarité, en fait, c'est un anglicisme que j'ai fait. Donc, la similarité est basée sur les caractéristiques et ça, c'est fait en fonction d'un calcul de distance entre les exemples. Donc, on est dans l'espace des caractéristiques et la distance est évaluée par l'équation de Minkowski. L'équation de Minkowski, c'est la suivante. Et lorsqu'on fait P égale à 1, on a la distance de Manhattan ou P égale à 2, c'est la distance euclidienne. Pardon, il y a une erreur ici. Donc, ce que c'est qu'en fait, ici, la distance de Manhattan, c'est qu'on ne peut pas aller d'un point directement à l'autre point. C'est comme si on doit passer par... on ne peut pas passer au travers d'un bloc de pâté de maison, par exemple. Il faut qu'on passe par les rues. Donc, ça fait un chemin qui est plus long et c'est applicable dans certains cas spécifiques. En général, c'est les distances euclidiennes. Il peut y avoir d'autres sortes de distances, mais c'est aller un petit peu plus loin là, dans ce cas-là.
Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est dans l'espace des features, des caractéristiques, pardon, et on va aller à poser chacun des exemples dans l'espace des caractéristiques et on veut minimiser les distances à l'intérieur d'un groupe et maximiser les distances entre les groupes. Donc, il faut qu'on détermine le nombre de regroupements qu'on veut. Parfois, c'est connu, parfois, ça ne l'est pas et ça nécessite plusieurs exécutions de l'algorithme pour trouver le nombre de clusters optimal. L'initialisation des centroïdes, donc un groupe est défini par un centroïde. C'est comme le centre de masse de ce groupe-là. L'initialisation des centroïdes, c'est de manière aléatoire et c'est recommandé à ce qu'on les met aux extrêmes de l'espace et donc pas tous centrés au milieu de l'espace de caractéristiques. Dans scikit-learn, il va faire plusieurs fois rouler l'algorithme pour trouver la meilleure solution. Donc là, ici, c'était pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe. C'est qu'en fait, on met les centroïdes un peu de manière aléatoire et on calcule de ce centroïde-là la distance à chacun des autres points. On fait ça et ensuite, une fois qu'on a les points associés à un centroïde, bien, on fait le calcul de la moyenne. On va aller modifier la position du centroïde. Une fois qu'on modifie la position du centroïde, bien, il y a peut-être des points qui n'étaient pas associés à ce groupe qui vont l'être à la prochaine itération. Et donc, on continue comme ça, on fait des itérations jusqu'à ce que le centroïde devienne stable. Alors, l'algorithme de Cummings, on part avec notre ensemble d'exemples, on détermine le nombre de groupes, on initialise ou pas les centroïdes, mais l'algorithme le fait par lui-même, donc ce n'est pas nécessaire. Et on fait les itérations jusqu'à ce que les centroïdes ne changent plus. Donc, on associe un exemple à un groupe, on réévalue les centroïdes et on recommence. Donc, ici, c'est une version animée de ce qui se passe et le calcul pour trouver à quel groupe appartient un exemple. Donc, on a la moyenne ici, donc qui correspond au centroïde et on fait la différence au niveau de la distance pour déterminer à quel groupe ça appartient. Pardon, on utilise la distance minimale jusqu'au centroïde pour trouver à quel groupe il appartient. Il faut noter qu'avec Cummings, l'assignation à un groupe, la valeur qui est donnée à ce groupe-là, elle n'a aucune importance. Donc, ce n'est pas parce que c'est le groupe 0 qu'il est plus important, qu'il y a plus de points ou quoi que ce soit. C'est non-déterministique, donc on peut avoir des résultats différents, mais scikit-learn est de manière optimisée, donc pour avoir vraiment le résultat optimisé, c'est-à-dire que les distances sont vraiment les plus petites à l'intérieur d'un groupe maximal à l'extérieur. C'est l'idéal lorsqu'on a une forme convexe, donc une distribution convexe qui caractérise notre groupe. Ça fonctionne moins bien avec des formes irrégulières telles que des formes allongées. Je vais aller vous montrer l'exécution. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, mais bonsoir. Je me questionnais en fait à savoir, quand vous parlez de distribution convexe ou distribution allongée, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je vais le montrer ici, Okay, bon. dans l'exemple. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, OK, on va aller chercher le Cummings. Là, c'est un exemple jouet où je vais aller chercher des valeurs qui vont être facilement, qu'on peut facilement regrouper. Donc, ce qu'on suppose ici, c'est que nos variables X, c'est nos vecteurs de caractéristiques, nos Y, ce seraient nos valeurs à prédire, mais l'algorithme ne se base pas sur le Y pour faire son exécution.
Donc, on va aller chercher ici. On va regarder ils ont la même taille. J'ai choisi de le faire en 2 dimensions, cet exemple. Donc, ici, les valeurs à prédire, mais qu'on ne va pas utiliser. Donc là, c'est si je représente dans mon espace de features, c'est les points qui ont été générés. Et là, bon, juste en regardant l'exemple, je sais, il y a 3 regroupements. Donc, je vais aller spécifier à Comeans que je veux 3 clusters. Et on va aller faire un fit. Donc là, c'est l'algorithme qui roule et on va avoir le vecteur en sortie, c'est les assignations au groupe. J'ai spécifié 3 clusters, donc groupe 0, groupe 1, groupe 2. Chacune des valeurs ici donc, est associée à un exemple. Donc ici, ça, c'est mon vecteur de prédiction que j'ai été mettre dans ma variable de résultat. Et on voit les assignations à chacun des clusters. On peut aller chercher la position centrale des clusters. C'est la variable cluster centers de Comeans. Ici, c'est juste pour faire la visualisation du résultat. Donc, de manière itérative, il est allé nous trouver le résultat optimal avec le centre ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire manière convexe? C'est juste que je veux dire, c'est circulaire ici, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je vais vous montrer plus tard une forme allongée qui serait moins propice à l'utilisation de Comeans. Donc, il peut arriver que je ne connais pas le nombre de clusters, donc on doit aller faire des tests, en fait. Ici, Comeans va être capable de faire des regroupements selon son calcul de distance. Donc, peu importe le nombre de clusters, Comeans va toujours être capable d'être exécuté. C'est à nous d'aller chercher les valeurs optimales. Il y a moyen de trouver le nombre optimal de clusters. En fait, c'est avec le elbow method. Ce qui va arriver, c'est que le elbow method va avoir en sortie les distances intra-cluster. Donc, c'est-à-dire, il faut que ce soit des valeurs minimales à l'intérieur d'un cluster. Donc, il va aller faire la moyenne des distances à l'intérieur du regroupement. Et cette valeur-là, évidemment, va toujours baisser. Donc, il faut aller chercher la valeur qui a la pente la plus élevée. Donc, ça va être la valeur optimale du cluster, du nombre de clusters, en fait. Quand je parlais des limites de Comeans, ben, c'est ici, je vais aller faire un regroupement de nos exemples qui n'est pas optimal. Donc, je vais vous montrer en fait ici. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on a des densités différentes entre les clusters. Donc, pour des données qui sont plus variables, par rapport à un regroupement qui serait plus défini, Comeans a de la misère à vraiment être capable d'identifier les groupes réels. Donc, ça c'est le regroupement que j'avais généré et ça, c'est le regroupement que Comeans retrouve. Donc, quand on a des densités variables, Comeans ne fonctionne pas. Ici, c'est qu'est-ce que je veux dire par des formes qui sont allongées. Donc, je vais aller vous montrer ici. C'est ça, le regroupement. Visuellement, nous, on est capable de le faire, mais Comeans n'est pas capable d'aller différencier ici. C'est vraiment, il va trouver un centroïde par rapport aux points qui sont le plus rapprochés du centroïde. Et donc, ce n'est pas une forme circulaire, il ne va pas être capable d'aller chercher les bons clusters. Je ne sais pas si ça répond à la question. Shafik? Oui, ça répond à la question. Merci beaucoup.
disons, mais ma question qui va suivre dans ce contexte-là, c'est de savoir quand on a des formes qui sont justement pas convexes ou qui vont être allongées comme ça, est-ce qu'il y a façon, j'imagine que ça va être un autre algorithme qu'il va falloir utiliser ou il y a façon de jouer avec les données pour pouvoir trouver quelque chose qui va permettre Ben, une meilleure classification? je pense que ça va être un autre algorithme qu'il va falloir trouver. Et puis, il y a d'autres sortes d'algorithmes qui existent. Puis, je pense entre autres à Fuzzy C-Means. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va assigner une probabilité d'appartenir à un groupe. Donc, à la place d'avoir en sortie seulement une prédiction en termes de valeur, on va avoir des probabilités d'appartenir à un groupe. Donc, ça, c'est un algorithme un petit peu plus avancé qui peut être aussi intéressant. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait aller chercher d'autres algorithmes dans ce cas-là. D'accord, merci. On a une autre question de Olivier. Oui, bonjour. Juste peut-être revenir sur comment déterminer des clusters lorsqu'on ne sait pas. Tu parlais de technique elbow, là, j'ai manqué un petit peu, je pense, l'explication. Oui, je pense, en fait, c'est parce que je n'ai pas transféré. J'espère que c'est ici que je l'ai gardé. OK, tu as l'exemple, d'accord. Oui, mais est-ce que c'est ici que je l'avais? Ah, voilà. L'exemple, ouais, Bon, OK. c'est ici. Désolée. Donc, ça, c'est l'exemple que j'ai localement, puis je n'ai pas eu le temps de le transférer dans le Colab. Donc, je vais probablement faire le transfert pour que vous ayez accès à ce code-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça calcule le sum of squared error. Donc, c'est l'inertie. En fait, c'est relié aux distances à l'intérieur d'un cluster. Donc, on évalue les distances à l'intérieur d'un cluster. Plus on a de centres, plus on peut s'imaginer que les distances vont être petites. Si je retrouve... Donc, il fait sur plusieurs, de plusieurs clusters, puis après, il calcule que les distances minimales. Là. Oui, c'est ça. Comme si vous regardez ici, là, les distances interclusters, la moyenne va être plus grande parce qu'on a des distances plus grandes que par rapport à ici où on a 2 petits clusters. Alors, plus on rajoute de clusters, plus les distances évaluées à l'intérieur d'un cluster vont être petites. Est-ce que c'est clair? Ou, ouais. Oui, merci, oui. OK. Donc, maintenant, ce qui arrive, c'est que là, on va aller plusieurs fois exécuter l'algorithme, puis on va augmenter le nombre de clusters. Donc, on va voir notre valeur SSE diminuer. Donc, comment savoir la valeur optimale pour le nombre de clusters? C'est en fait le elbow method. Donc, on va aller chercher, c'est soit 2 ou 3, en fait, dans ce cas-ci. Donc ici, c'est probablement 3, la valeur optimale. Mais donc, il faut aller ensuite faire une évaluation là, un petit peu plus poussée. Donc, ici, il y a eu plus d'évolution au niveau de l'algorithme clumming et clusterings. Et ici, c'est une liste de fonctions qui pourraient vous intéresser, qui sont disponibles dans scikit-learn. Le nombre de paramètres, est-ce que c'est scalable? Donc, est-ce que ça va bien s'ajuster à un plus grand nombre d'exemples des cas d'utilisation? Et lorsque ça s'applique à quelle sorte de géométrie. Donc, la géométrie, en fait, c'est par rapport à la distance. Donc, est-ce qu'on a une distance de Manhattan, une distance euclidienne de Mahalanobis, c'est un autre type de distance pour évaluer la similarité entre les points. Fuzzy C-Mean, c'est ce dont je parlais, il y a une probabilité qui est assignée à chaque point d'appartenir à un groupe. Puis, en général, c'est utilisé pas comme regroupement en tant que tel, mais comme étape dans un pipeline de machine learning en général. Je voulais vous parler du fléau de la dimensionnalité.
Donc, on pourrait croire qu'en augmentant le nombre de caractéristiques, je m'excuse, je vais faire la correction, c'est en anglais, on pourrait avoir une meilleure représentation, donc une meilleure prédiction, et on serait capable de mieux regrouper les exemples. Par contre, ça s'appelle le fléau de la dimensionnalité. Je vous encourage à aller lire un peu plus là-dessus, mais je vais vous expliquer en fait. Premièrement, il y a data sparsity qui se passe quand plus on augmente le nombre de caractéristiques, plus les données vont être éparpillées dans l'espace donné. Donc, pour un même nombre d'exemples, ça peut créer des problèmes dans certains algorithmes. On va avoir des sparse matrix, on va avoir beaucoup de zéros dans la matrice, puis il va y avoir des problèmes de calcul. Ensuite, là, c'est un exemple vraiment jouet. J'ai dit, supposons qu'on a 3 exemples, on le représente en une dimension sur une ligne. Ils ne sont pas tellement séparables. En 2D, on peut voir qu'on peut mieux les séparer. L'espace représentatif ici, j'ai dit que c'était 5. Si on va en 2D, ça devient 25. Si on va en 3D, on peut avoir 125 possibilités de représentation. Donc, pour 3 exemples, être représenté dans un espace de 125 possibilités, c'est un très gros espace. Si j'ai juste 3 exemples, ils vont être facilement séparables. Plus j'augmente le nombre de features, plus mes possibilités de représentation vont augmenter et il y a le risque que mes données vont être éparpillées dans l'espace qui peut être représenté. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir un overfitting parce que les données vont être isolées. Donc, on va aller isoler chacun des exemples par lui-même, en fait. Donc, on va aller apprendre seulement un exemple appartient à un groupe, par exemple. Un autre cas aussi, c'est que c'est pas un autre cas, c'est une autre précision, c'est que le nombre de représentations augmente de manière exponentielle avec le nombre de caractéristiques, en fait. Donc, ça crée le problème du curse of dimensionality. Et donc, c'est si on garde le même nombre d'exemples et on augmente le nombre de caractéristiques, la performance va commencer à augmenter, mais va diminuer par la suite. Donc, il faut garder ça en considération et c'est pour ça aussi qu'on fait la réduction de dimensionnalité. Donc, ça, j'en ai parlé. En fait, si on augmente le nombre de caractéristiques, il faut théoriquement aussi augmenter le nombre d'exemples, mais c'est toujours une solution limitée. J'ai parlé du overfitting, donc ça fait une mauvaise généralisation. Si on apprend à isoler chacun des exemples, on a appris sur les données d'entraînement, puis on va avoir des mauvais résultats sur les données de test. Donc, des algorithmes qu'on peut utiliser, là, c'est PCA et TESNI. Donc, analyse par composante principale, c'est un algorithme non supervisé. Le concept général, c'est étant donné un nombre élevé de caractéristiques, on veut aller faire l'analyse par composante principale pour 2 raisons. Soit on veut réduire la dimension des caractéristiques, puis on projette dans un espace de moindre dimension. C'est seulement pour faire la visualisation. Donc, ça, c'est seulement un exemple. Là, vous avez vu le pair plot tout à l'heure, mais il arrive qu'on a tellement de caractéristiques, c'est difficile à visualiser. On peut avoir une idée des interactions entre les caractéristiques, mais c'est difficile à comprendre quand on a plusieurs caractéristiques. Encore ici, c'est un calcul jouet, un exemple jouet. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, analyse par composante principale, on va commencer par trouver la matrice de covariance, puis on va en extraire des composantes et des valeurs principales. Donc, on a une distribution dans l'espace et on va aller extraire les composantes principales qui sont en fait les directions des vecteurs. Dans ce cas-ci, j'ai pris un exemple 2D juste pour la compréhension. Mais donc, les composantes principales, on les appelle des eigenvectors, puis c'est des vecteurs orthogonaux. Ils vont toujours être orthogonaux. Les valeurs principales,
une valeur principale est associée à un vecteur. Donc, le vecteur, on va le représenter, on va partir du centre du nuage de points, puis on va avoir la direction qui est donnée par ce vecteur-là. Il faut aller regarder la direction principale, c'est celle qui va être associée à la valeur principale qui va être la plus élevée. Donc, ici, la valeur principale la plus élevée, c'est de 0,76 et ça nous donne une indication de pourcentage de variance qui est conservée. Dans cette direction principale, on conserve beaucoup la variance, en fait. Donc, les exemples sont éparpillés dans l'espace avec la variance maximale dans cette direction. Donc, on conserve 98 de l'information. Dans l'autre direction, on conserve seulement 2 de la variance. C'est un exemple extrême seulement pour vous montrer à quoi ça peut servir. Donc, ce qu'on va faire pour aller réduire la dimension des caractéristiques, c'est que maintenant, on se retrouve dans un espace différent. On se retrouve dans un espace qui est défini par les vecteurs de composantes principales. Et donc, on va aller faire une projection des valeurs. Et donc, on va obtenir, dans ce cas-ci, c'est qu'on va obtenir une ligne, ça va être à une dimension. Mais en fait, en général, on va partir de plusieurs dimensions, puis on va réduire ça à soit 2 ou à 3 dimensions pour avoir un meilleur visuel de ce qui se passe avec les données. Je vais aller vous montrer l'analyse par composante principale. Donc, ici, j'ai pris encore un dataset qui est disponible dans scikit-learn. Je vais vous montrer plus tard l'exemple avec cet algorithme, avec ce dataset-là. Pour le moment, c'est l'exemple jouet que j'ai utilisé là, pour faire la présentation. Donc, vous pouvez aller chercher, aller voir comment je l'ai fait. Donc, PCA, c'est la fonction pour aller créer notre objet. Le nombre de composantes qu'on veut, c'était 2 dans mon cas. Et je l'applique aux données. Et c'est comme ça qu'on va chercher les composantes principales, les eigenvectors, les eigenvalues. Donc, il faut les trier en ordre décroissant. Donc, ça va être associé au premier vecteur. Ça ici, je vous explique comment j'ai calculé là, le pourcentage de variance qui est conservé selon la direction qu'on utilise. Donc, vous pouvez l'avoir directement. C'est un des paramètres de PCA. Ça, je vous ai juste montré comment le calculer, en fait, à partir des valeurs ici. C'est l'exemple que j'ai utilisé là, dans la présentation. Donc, on a nos directions. Bon, c'est si je veux faire la réduction à une dimension, mais évidemment, probablement, vous allez utiliser 2 ou 3 dimensions. Donc, ici, c'est le Load Breast Cancer Dataset. 569 exemples. On a 30 caractéristiques. On le voit, il y a un nombre considérable de caractéristiques. Je le transforme en data frame. Il faut faire un scaling de nos données pour être capable d'utiliser PCA, c'est requis en fait. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va aller faire le standard scaling. On va avoir notre jeu de données, on va aller faire un fit dessus et on va les transformer. Et par la suite, on va aller pouvoir appliquer notre analyse par composante principale sur ces données qui ont été transformées.
OK. Donc, on est passé de 30 à 2 dimensions. Et ça, c'est le résultat. Et pour cet exemple-là, c'est un exemple où les données vont indiquer que soit c'est un exemple qui a le cancer ou pas. C'est binaire, le résultat, puis on peut aller voir notre distribution, en fait. Donc, en réduisant le nombre de caractéristiques, on voit qu'on est quand même capable d'aller séparer nos deux groupes. C'est une indication que fort probablement nos données sont séparables. Donc là, c'est un exemple que j'ai fait avec maintenant 3 caractéristiques, donc pour aller voir en 3D, en fait. Est-ce qu'il y a une question ou… Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Concernant la réduction de dimensionnalité, est-ce que l'algorithme nous précise les caractéristiques à retenir? Non, il n'y a aucune référence aux caractéristiques originales. Donc, on est vraiment dans l'espace des vecteurs principaux. Donc, on peut l'utiliser pour faire des algorithmes de machine learning, mais les données d'entrée ne vont pas être en référence aux caractéristiques. Merci. Il y a une perte d'information et c'est pour ça qu'on va aller regarder le pourcentage d'informations conservées. C'est avec le calcul que je vous avais montré précédemment ici. Donc, percent variance in first principal component. Donc, on conserve l'information du dataset original à 97% ou 2%. Donc, oui. Une petite question pour vous, si je peux. En fait, là, donc il y a une perte d'information. Donc, est-ce que c'est un peu celui qui fait le machine learning, donc l'apprentissage automatique après, qui décide de réduire un certain nombre de dimensions ou alors en garder un certain nombre par rapport au résultat de la machine après, ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser ou… Bien, ça, je pense que ça va dépendre du problème auquel vous faites face. Puis si on a une perte d'information qui est trop considérable, puis on perd trop de variance, bien, on ne pourra pas avoir un modèle représentatif. D'après moi, on va perdre au niveau de la performance. Puis donc, aussi, c'est pour ça qu'on fait l'entraînement validation aussi. Il faut aller voir la performance après, dépendamment de quelle méthode on veut utiliser. Ouais, donc en fait, la réduction de dimensionnalité, là, ça peut nous servir, par exemple, quand on a seulement 80% de réussite avec notre machine. Si on essaie de réduire la dimensionnalité, on peut peut-être augmenter à 85 ou peut-être même diminuer. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on pourrait jauger ou… Ben, oui, en fait, ben, ça dépend c'est quoi la méthode après que vous allez utiliser. Mhm. On parle un peu de manière abstraite, là. Mais oui, j'irais regarder la performance du modèle, mais aussi il faut y aller de manière logique. Donc, s'il y avait un 20% d'informations conservées, je pense qu'on ne s'attendrait pas à des bons résultats, en fait. Ouais, OK. Ouais. Merci. Ouais. Donc, je vais retourner à la présentation. Un autre algorithme pour la réduction de la dimensionnalité, c'est TESNI. C'est pour les cas où on aurait une non-linéarité dans les données. Ce n'est pas supervisé et c'est vraiment simplement un outil de visualisation. Ça utilise une matrice de similarité. Donc, on calcule la similarité entre les exemples. Donc, pas entre les points, mais entre les exemples. C'est basé sur la distance euclidienne qui sert à estimer des distributions. Donc, ça, c'est un petit peu plus complexe. Je vais vous expliquer plus en détail dans les prochaines slides.
en fait, c'est encore, pareil comme PCA, on va passer d'un espace à beaucoup de dimensions à un espace de moindre dimension. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est que, disons, on est dans notre espace de features et on va aller porter chacun de nos exemples en tant que point dans notre espace de features. L'idée générale, c'est d'aller déterminer une probabilité de proximité et ça, on va aller l'évaluer à travers une gaussienne. Donc, disons qu'on part d'un premier point, puis on veut aller calculer la distance à tous les autres points dans nos exemples. Bien, on va aller on va aller placer une gaussienne centrée à ce point-là. Donc, s'il y avait un point qui était par-dessus celui-là, il y aurait un maximum de probabilité d'être voisin. Un point qui serait un peu plus éloigné, là, il va falloir aller évaluer la probabilité de voisinage. Donc, c'est évalué avec la valeur de la gaussienne. Et pour les points qui sont plus éloignés, ça va tendre vers 0. Donc, ils ont peu de probabilité d'être voisins. Ça, ce calcul doit être fait pour chacun des points. Et la forme ici de ce qu'on peut voir là, de la gaussienne va être dictée par la valeur ici, qu'on appelle perplexity. Je ne sais pas comment le traduire en français, perplexité. Donc, en fait, si les voisins sont très rapprochés, il y a une très forte probabilité. Donc, ici, les voisins qui sont proches, quand on va mettre la gaussienne, il y a une forte probabilité qu'ils soient voisins. Ici, ce regroupement-là est moins dense que celui-ci. Donc, rapidement, si j'utilise une gaussienne avec une pente qui tombe abruptement, ils ne vont pas être considérés voisins. Donc, je ne peux pas utiliser la même distribution dépendamment du regroupement de points. Ça, c'est un petit peu des détails de l'algorithme Tesny. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais ici, je le représente. Là, il y a un bon exemple ici là, que j'ai trouvé sur Internet. Là. Mais donc, pour des regroupements qui sont denses, on peut utiliser une pente plus abrupte que pour des regroupements qui ne sont pas denses. Donc, on va aller évaluer, ce serait la valeur de probabilité d'être voisin. Et donc, on peut voir que pour un point, on calcule sa distance à un autre point, mais de manière inverse, étant donné que lui, dans un endroit plus dense, je ne vais pas avoir la même probabilité, en fait. Donc, ce qu'ils font dans Tesny, c'est qu'ils font une moyenne des probabilités. Donc, on calcule pour chacun des points, puis on fait la moyenne quand ils sont voisins. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Tesny passe d'un espace de haute dimension à un espace de moindre dimension. Et dans l'espace de moindre dimension, ce n'est pas une gaussienne qu'on va utiliser, ça va être une distribution de student. Ce que ça fait, c'est que pour un point, il va considérer voisins seulement les points très rapprochés. Et les points qui sont plus loin, on ne va pas leur accorder d'importance. Donc, on va avoir une distribution de student ici. Donc, ce qui arrive avec Tesny, c'est qu'il va aller prendre tous les points dans la haute dimension, il va aller projeter dans la basse dimension. La première projection est de manière aléatoire. Donc, ensuite, c'est ça, on passe de l'espace à haute dimension vers l'espace à moindre dimension. Les points sont placés de manière aléatoire et c'est progressivement qu'on va aller comparer les distributions et on va utiliser la divergence de Kullback-Leibler pour faire une comparaison des distributions pour chacun des points. Donc, le QIJ, qui est dans l'espace de moindre dimension, on veut qu'il se rapproche le plus possible de PIJ, qui est la probabilité dans l'espace de haute dimension. C'est un peu abstrait, j'espère que je ne vous perds pas avec ces explications. Mais donc, chacun des points va être, dans le fond, attiré dans une direction ou dans une autre. Et progressivement, les points vont se déplacer vers leur regroupement respectif.
Donc, c'est un algorithme qui se fait de manière itérative. Et ça, c'est un exemple de ce qui se passe en 1D pour des points dans l'espace de moindre dimension. C'est un algorithme qui conserve la proximité des points, mais pour les points avec des plus grandes distances, la structure n'est pas conservée. Donc, c'est vraiment pour visualiser les caractéristiques. C'est ce que je disais, l'information de proximité est préservée, mais la structure générale ne l'est pas. Ça demande un grand temps de calcul parce qu'on doit faire le calcul pour chacun des points envers tous les autres. Et le résultat change à chaque exécution. Donc, je vais aller ici vous montrer l'exécution de l'algorithme Tesny. Donc, on a les informations sur le dataset. Donc, ici, on a 569 exemples, encore les 30 caractéristiques et on connaît le résultat attendu. C'est soit malin ou bénin. Donc, ça, c'est notre matrice de données. On va aller standardiser nos vecteurs de caractéristiques. Là, je vais utiliser Tesny avec two components. Donc, on va aller en 2 dimensions. C'est ce que ça veut dire. Et on va aller ici transformer nos données. Donc, c'est un algorithme qui prend un petit peu plus de temps, même si depuis la sortie du papier sur l'algorithme, il y a eu plusieurs optimisations, en fait, sur l'algorithme. Donc, ça, c'est un exemple de résultat. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'espace de plus haute dimension, tous ces cas-là se trouvaient plus rapprochés. On voit qu'on voit une belle séparation entre les groupes. Par contre, si je vais réexécuter l'algorithme, je ne vais pas avoir le même résultat. Puis évidemment, il y a moyen encore de faire une initialisation pour stabiliser l'algorithme, donc faire qu'on va obtenir le même résultat. Mais c'est vraiment juste pour la visualisation. Donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on conserve comme information, c'est probablement ici dans le groupe 0 qui contient l'information sur des cancers malins. C'est que c'est plus concentré. On est capable de mieux les caractériser. Par contre, il y en a qu'on peut prétendre être bénins. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Donc, il doit y avoir des caractéristiques qui définissent les 2 groupes et qui font une différente caractérisation des exemples. Pardon. Ici, je montre un exemple pour la perplexité. Donc, conserver la structure qu'on retrouve en haute dimension. La conserver en basse dimension, ça va varier avec le perplexity. Donc, ça a une influence sur le calcul du plus proche voisin dans la haute dimension et dans la basse dimension. Et donc, on va avoir des résultats différents aussi qui vont varier. Donc, ici, les points sont plus attirés entre eux. Donc, on va avoir des agglomérations et ça va donner un résultat différent. Voilà, et plus on augmente la perplexité, plus on permet un certain jeu de distance. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Tesni. C'est un peu abstrait, mais c'est intéressant d'aller observer ce qui se passe dans les données. Ça peut nous donner des indications du regroupement possible. OK. Donc, ensuite, j'ai terminé la présentation. Ce que je voulais vous laisser, c'est ensuite des lectures. Si vous voulez aller un petit peu plus sur les concepts un petit peu plus profondément, là, il y a MIT OpenCourseWare qui est vraiment intéressant. Il y a l'auteur de l'article de Tesni qui a fait une vidéo qui explique vraiment en détail qu'est-ce qui se passe dans l'exécution de l'algorithme. Et un livre qui est intéressant aussi, c'est Introduction to Machine Learning with Python. Ça donne beaucoup plus de méthodes et plus de détails aussi sur des optimisations aussi qu'on peut en faire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. À Pascal, si jamais vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est que c'était très clair et que... En fait, j'ai voulu que ce soit un survol pour qu'il y ait une bonne compréhension des méthodes. Puis, ce que je peux recommander, c'est qu'on est passé à travers plusieurs algorithmes, mais peu importe l'algorithme que vous allez utiliser, il y a des bonnes références dans Scikit-learn. Il faut aller regarder quelle implémentation est faite, c'est quoi les limites d'application aussi. Là, ici, ce que je montrais, c'est des sources de données qui sont disponibles. Kaggle, vous le connaissez, il y a plusieurs données disponibles. MGlearn, c'est en lien avec la référence que je donnais ici. Ils utilisent une librairie. Donc, ça peut être intéressant pour aller voir des exemples jouets, plus juste pour comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Donc, pour jouer avec les données, à part les vôtres, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme et quel effet ça a sur les données. Pour d'autres datasets qui sont disponibles, Google a un Data Search Engine. Donc, on peut aller chercher des jeux de données disponibles. Ce n'est pas toujours accessible et surtout en santé. L'Université de Montréal a Dataverse et j'ai découvert récemment Irvine qui a des jeux de données, puis c'est assez intéressant. En fait, je ne sais pas si j'aurais peut-être la chance de vous montrer, vu que je crois qu'il reste du temps. OK. 19h. Après, si ça finit plus tôt, il n'y a aucun souci. Hein. Ça finit plus tôt, c'est tout. OK, parfait. Donc, voici, donc il y a des datasets qui sont plus populaires, mais en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec ce site web-là, c'est qu'on peut aller accéder aux jeux de données, puis on a les informations qui sont associées à ça. Donc, qui a créé le jeu de données, la source, les explications, et puis même ce que je trouvais intéressant, c'est les performances d'algorithmes qui ont été appliqués à ce jeu de données-là. Donc, ça peut être intéressant. Puis ensuite, les papiers qui sont cités qui utilisent ces jeux de données-là. Donc, ça peut être une source intéressante pour vous. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Pascal? Est-ce que peut-être sur vos jeux de données, vous, vos projets, des choses peut-être aussi, elle pourrait vous aider dans ce sens-là? Oui, on a une question d'Emmanuel. Oui, bonjour. Je m'excuse. Moi, je pense que je n'ai pas tout compris sur le TESNI ou le TSNE. J'aimerais ça revoir les graphiques, dans le fond, que vous présentez. Je suis un petit peu surprise de voir qu'il y a comme plusieurs itérations qui donnent plein d'effets différents. Je ne suis pas sûre de comprendre quand est-ce qu'on arrête là, puis c'est quand il fait notre affaire ou je sais pas trop. J'ai pas vraiment compris pour quelle raison on a autant de variations dans les résultats. OK. C'est pour ça que Tesni, c'est recommandé de l'utiliser seulement pour la visualisation.
parce qu'on est capable d'aller chercher de l'information sur des distributions, mais on ne peut pas aller vraiment chercher une explication concrète et vraiment très précise. Donc, quand on fait la projection dans l'espace de moindre dimension, on cherche à s'approcher de la distribution dans l'espace de moindre dimension. On cherche à s'approcher de la distribution gaussienne parce que c'est ça notre probabilité d'être plus proche voisin. Donc, ça conserve l'information seulement pour des points qui sont rapprochés, en fait. Donc, pour les points qui sont à une plus grande distance, on ne conserve pas l'information. Donc, il n'y a aucun moyen de garantir qu'un groupe qui est plus loin, on va conserver la distance. Puis, on fait le calcul aussi sur une probabilité d'être voisin et non pas sur la distance exacte. Donc, il y a une perte d'information et une autre raison pour laquelle ça va donner des résultats différents à chaque fois, c'est que c'est random. La projection initiale dans l'espace de moindre dimension, c'est aléatoire. Et donc, on va faire les points se rapprocher petit à petit. On va les déplacer seulement d'une petite distance pour essayer d'avoir une minimisation de la divergence de Kullback-Leibler. Donc, on cherche à minimiser la différence entre les distributions. Il y a plusieurs parties de l'algorithme qui font en sorte que le résultat ne va pas être stable. OK, je comprends. Donc, c'est surtout le point de départ là, qui est aléatoire, donc qui génère une production différente. Puis, les deux couleurs qu'il y avait dans votre graphique, ce ne sont pas des couleurs produites par l'algorithme, ce ne sont pas des projections, ce sont les appartenances connues des points. Oui, exact. OK. Merci. Oui. Mais TISNI, c'est un algorithme assez complexe déjà. Mais vraiment, si ça vous intéresse, c'est ici, bon, ça c'est son GitHub, mais plus loin, j'ai marqué la référence aux vidéos. Donc, c'est vraiment la vidéo de l'auteur du papier original et il discute même des améliorations qui ont été faites à l'algorithme. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. C'était super pertinent. Au fond, j'utilise souvent SCP pour mes analyses. Par exemple, j'utilise plusieurs populations, puis j'essaie d'étudier la morphologie de populations. Fait que c'est quelque chose, l'ACP, c'est une analyse que j'utilise souvent pour justement voir s'il y a un pattern de variation dans mes populations. Fait que ça, je le comprends assez bien. Mais je dois voir comment on utilise l'ACP dans un contexte de machine learning. Je ne sais pas si c'est quelque chose, si vous pouvez juste revenir là sur votre exemple. Ce serait vraiment pour réduire la dimensionnalité, disons, parce qu'on parlerait qu'on a le fléau de la dimensionnalité, on a une baisse de performance, plus on augmente le nombre de features, plus on augmente le nombre de caractéristiques. Donc, c'est vraiment simplement d'aller réduire le nombre de caractéristiques qu'on va donner à notre modèle. OK, donc ça serait une étape préliminaire au fond. Oui. OK, parfait. Merci. Pascal, d'autres questions pour Pascal? Oui, Olivier. Oui, ben, peut-être la même veine. Tu dis, je veux bien comprendre la réduction de dimensionnalité. Au final, c'est pas comme si ça nous permet d'enlever des features, c'est ça? Ça fait seulement regrouper les features puis enlever une portion d'information. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est ça. OK. Fait que ça ne va pas me dire j'ai 200 features, enlève-en 50. Ça va juste les agglomérer en 50 puis dire j'ai gardé le maximum d'informations, mettons 98 qu'on a vu, puis 2% qui est perdu, c'est ça? Oui. Oui. OK. Puis on espère que l'algo, ça va être assez pour lui pour apprendre, exemple. Oui. OK. Merci beaucoup.
Puis très belle présentation, merci. Merci. D'autres personnes pour poser des questions pour Pascal ou tout est clair? Ah oui, Anne-France. Je comprends bien l'objectif de la réduction de la dimensionnalité dans un objectif de machine learning, mais dans mon cas à moi, ce que je cherche, c'est de faire la sélection des features dans le but de déterminer leur importance pour permettre à des parties prenantes dans le domaine où je suis de pouvoir savoir où ils doivent agir en priorité. Donc, je comprends bien maintenant vis-à-vis de ce que j'ai vu que le TCNA, c'est complètement pas applicable pour moi, là. Mais c'est quoi qui est potentiellement utilisable? Autre que d'utiliser un modèle plus de corrélation, puis de voir qu'est-ce qui est collinéaire, qu'est-ce qui est relié les uns avec les autres, plus au niveau comme statistique. Est-ce que vous avez un nombre élevé de caractéristiques, c'est ça? Oui, j'ai un nombre élevé, mais c'est sûr que je peux les réduire par un peu, par l'expertise, là, dire, ben, on va en tester moins que prévu simplement parce qu'on a quand même une connaissance, mais c'est un peu dommage de se limiter. Je ne pourrais pas dire une alternative à PCA. Je pense au Linear Discriminant Analysis, qui lui conserve le... Est-ce que ça conserve? Non, c'est encore un transfert dans un autre domaine. Donc, on perd les caractéristiques aussi, d'après moi. Mais oui, ce serait d'aller vers des modèles plus linéaires. Pascal, si tu me permets. Oui, vas-y. Est-ce que tu m'entends? En fait, tu peux faire des sélections de features. On va le voir dans 2 semaines, le prochain cours. Tu peux faire des sélections de features avec des techniques d'arbre de décision ou de régression logistique ou même de SVM. Avant ça, donc tu peux sélectionner avec déjà des algorithmes de machine learning quelles sont les features qui vont avoir le plus d'importance. Puis ça, c'est une façon de réduire la dimension de tes données en dehors de la PCA. Puis tu gardes, parce que j'ai l'impression que pour toi, le cœur, c'est de garder les features pour pouvoir les expliquer aux gens. Ça fait partie, je pense, de bien expliquer les choses et bien faire comprendre. Puis là, tu gardes les features. Tu sélectionnes juste les 3, 4, N que tu veux conserver, les plus importantes pour ta décision, pour entraîner ton algorithme. OK. Parce que je sais qu'avec le PCA, je peux toujours retourner sur les features de manière un peu compliquée là, pour voir lesquelles expliquent plus chacune des composantes, mais je ne peux pas intégrer mes données catégoriques. Donc, les arbres de décision ou les autres modèles qu'on va voir dans 2 semaines permettent ce genre de choses? Oui, tu peux sélectionner tes features avec des arbres de décision, avec d'autres méthodes. Puis après, tu refais. C'est une réduction de dimension qui est différente de la PCA. Tu ne te places pas dans un nouvel espace, mais tu sélectionnes les features les plus importantes. Ça se fait vraiment facilement. Super. Bien hâte attendre 2 semaines. Après. Merci. D'autres questions pour Pascal? Non? Tout est bon? Bon, alors si tout est bon pour tout le monde, merci beaucoup Pascal pour cette belle présentation. Puis vous êtes libre à 18h30 pour profiter de votre dernière demi-heure. Voilà, donc c'est parfait. Merci encore, puis à très bientôt la semaine prochaine. Merci. Au revoir.